I don't see him. Because it looks like you've started the second closing session. Yeah, I started the second channel. Beautiful. Okay, so let's just wait for them to chime in. Seraphin. Hello, Benny. Hello, Benny. Essaye un peu voilà, essaye de connecter ton micro. D'accord. Très bien. Bonjour. Voilà. Bonjour, Benny. Bonjour. Alors, il y a Issa qui est connecté, ou alors qui se connecte maintenant. Il est du chat. Très bien, Issa. Tes commentaires étaient en pointe. Bien. Alors, on va avoir, ça c'est le deuxième panel de la journée. Il sera modéré par Séraphin Patef, qui est en fait le représentant Patef de la République centrafricaine. On va discuter sur comment transformer l'éducation en Afrique centrale grâce au numérique. Donc, quelle modalité d'accès au savoir existe à l'heure du numérique pour répondre efficacement aux enjeux communautaires. Alors, dans le panel, il y aura Rémi, qui est du Congo-Brazzaville. Il y a Issa qui est du Tchad. Et il y a bien sûr. Il y a juste un fond, un bruit du fond de ton côté. J'ai compris, il y a des jeunes enfants qui sont en train de discuter et tout ça. Et oui, malheureusement. Voilà, j'espère que ça ne va pas déranger. Non, mais ça va, pas de souci. Alors, Séraphin, Hélène, can you find Séraphin to come and join and chime in on this call, on this panel? He's the moderator. I've been looking for him. I've just sent a message out to him and Remy, and I don't see them. I saw him earlier, Séraphin, but this is his session, so he should really be here. Rick, is Rick here? Ouais, alors, pendant ce temps, moi, je vais demander de vous présenter. Hein. On va faire ceci, on va vous demander de vous présenter. Donc, Benny, les dames d'abord. On va te laisser te présenter. Et voilà. Alors, je suis Benny Leroy-Zegang, représentante du Cameroun de la PAF. Étudiante en télécom réseau, j'ai récemment été intéressée par le développement. Alors, je me suis inscrite à un bootcamp pour le développement web à travers la technologie Python. Et pendant ma formation, j'ai demandé à mon enseignant si on pouvait développer une application pour le suivi des notes, parce que j'ai eu beaucoup de galères à l'école par rapport à mes notes. Donc, parfois, on affichait les résultats et je ne retrouvais pas mes notes. Et je ne retrouve pas mes notes et lorsque je fais des requêtes, elles n'aboutissent pas. C'est ainsi que l'enseignant m'a parlé de la blockchain. Donc, il m'a dit qu'il y avait une technologie justement qui permettait de gérer cela. Alors, d'où mon intérêt pour la blockchain, et c'est ce qui m'a conduit aujourd'hui ici. C'est un peu ça. Bien. Bien, alors, on va passer à ça. Alors, ce que je te recommanderais, Benny, on va faire ceci. À chaque fois que tu parles et que tu as fini de parler, tu peux juste muter en fait ton micro. Et quand la parole vient vers toi, tu peux juste unmute. Comme ça, il n'y a pas de petit bruit. Je sais que tu ne sauras pas te déplacer facilement. On comprend. Ce sont les aléas en fait de la technologie, mais aussi du positionnement où l'on se trouve. Et ce sont des choses que l'on doit absolument comprendre. D'accord? Alors, je vais passer à Issa. Issa Nakoye, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tout le monde. Vous m'écoutez? Très bien, 5 sur 5, vas-y. Ok, donc bonjour à tout le monde. Moi, c'est Issa Nakoye, donc du Tchad. Je suis informaticien, je suis chef de projet actuellement sur le projet Système intégré de gestion des titres sécurisés au Tchad. Donc,
J'ai travaillé déjà depuis 8 ans. Je suis en charge au niveau de l'informatique et je suis responsable pour la plupart des PKI. Pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, qui savent ce que c'est. Alors, pour savoir ce que j'ai fait, j'ai déjà dirigé le projet élection en 2016 au Tchad. Donc, tout ce qui était système informatique, c'était moi qui étais en charge de ça. J'avais déjà au préalable travaillé au Burkina Faso avec Gemalto, donc qui était aussi de la sécurité. Et je vis actuellement entre le Tchad et la France. Maintenant, je suis au Tchad pour le cadre du projet gouvernemental. Donc, ce projet s'occupe de l'émission des cartes et des passeports et de tout ce qui est titre pour le gouvernement tchadien. Alors, donc ça, c'est un peu ce que je fais professionnellement parlant. Et de manière, on va dire, parallèle, il y a ces nouveaux systèmes qui nous obligent à nous mettre à jour, comme la fintech, que je ne connaissais pas beaucoup avant, parce que on était absorbé sur une autre partie de l'informatique. On avait un peu délaissé l'évolution financière de la partie informatique. Et il se trouve que une fois que j'ai avec donc Georges fait connaissance et il m'a un peu parlé de fintech, j'ai pris le temps d'aller faire des recherches dessus et je me rends compte qu'il y a une similitude entre la gestion de l'identification, parce que le rôle de l'identification, son rôle est primordial dans tout ce qui est échange financier, c'est-à-dire que tu sais du point A vers le point B, est-ce que tu es sûr que ça vient du point A vers le point B, est-ce qu'il n'y a pas une interférence et tout ça. Donc il y a une similitude entre ces choses-là. Et du coup, j'ai un peu bouquiné là-dessus et ça m'a amené à vraiment découvrir des choses que je ne savais pas. Et voilà, je suis là pour partager avec vous un peu de connaissances que j'ai sur le domaine que je connais un peu mieux parce que moi, je suis né et j'ai grandi ici. Je connais un peu les réalités qui, je pense, sont un peu similaires, surtout dans les pays subsahariens. D'ailleurs, ce que j'ai eu à visiter, il n'y a pas un grand écart. Et donc, voilà pourquoi je suis là et je suis déjà très ravi de vous rencontrer, de rencontrer toutes ces personnes qui viennent de différents pays. Et je suis sûr qu'à l'issue de ce bootcamp-là, il y aura sûrement des connexions qui vont se faire, il y aura des business qui vont aller au-delà même de notre intervention aussi, au-delà de ça. Et merci à Hélène qui a eu, on va dire, la vision de créer un événement de cette envergure, parce que j'ai l'habitude des événements, des conférences à l'international. Et c'est la première fois que je participe à un truc sur Hermite que je ne connaissais pas d'ailleurs et c'est par la même occasion que j'ai découvert. Donc voilà un peu de manière grosso modo qui je suis, ce que je fais un peu dans la vie. Et j'ai très envie d'être sur le même panel avec beaucoup de gens. Et merci une fois de plus. Voilà. Très bien, Issa. Alors, je vais passer la parole à Rémi, mon voisin d'en face. Rémi, alors, au Congo-Brazzaville, s'il te plaît, vas-y, présente-toi. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean. Moi, c'est Rémi Fotso. Je suis de nationalité camerounaise. Je vis au Congo-Brazza depuis plus de 10 ans déjà. Alors, je suis ingénieur informaticien et actuellement dans un projet Banque mondiale appelé Lisungi, qui est un projet des filets sociaux. Alors, comme expérience, alors je commence à travailler en 2004, donc je suis à plus de presque 17 ans d'expérience professionnelle. Donc, j'ai fait pas mal de projets également en termes de développement d'applications, en termes de développement surtout, en termes de déploiement surtout, autant pour moi des infrastructures, télécom, infrastructures informatiques. Et j'ai également dirigé des projets sur la partie nationale au Congo, notamment avec l'agence de régulation où j'ai déployé tout le système d'information allant des serveurs au déploiement des applications et autres. Et également avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et de l'alphabétisation, c'est-à-dire le MEPSA ici au Congo, avec le projet d'enrôlement des enseignants, le projet biométrique d'enrôlement des enseignants. C'est juste deux expériences significatives que je peux dire, sinon on va y passer toute la vie. Et aujourd'hui, je découvre le FinTech. Je dois avouer que je ne m'y connais pas du tout. C'est grâce à Georges, Monsieur Foilen Georges, que j'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir apprendre auprès de vous. Et c'est une fierté pour moi de participer déjà à cette réunion, à ce meeting, où voilà, j'espère pouvoir également profiter et passer du bon temps avec tous ceux qui seront là. Et j'espère aussi pouvoir donner du meilleur que je peux pour
donner un peu de ma matière grise, très humblement. Donc, je suis plus là pour apprendre que pour déployer une panoplie de connaissances, parce que je sais que je pourrais apprendre avec votre retour d'expérience beaucoup de choses. Donc, voilà un peu. Merci. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Rémi, pour ça. Alors, ça, c'est vraiment une improvisation parce que je ne suis pas le modérateur de ce panel. C'est Séraphin qui est le modérateur, qui aurait en principe préparé les questions. Mais alors, moi, je suis toujours un entrepreneur très pragmatique et Hélène le sait très bien. Donc, quel que soit l'environnement, quelles que soient les eaux, les turbulences, il y a toujours un truc que l'on fait pour se retrouver. Donc, par conséquent, je vais être le modérateur, je vais vous poser des questions. Des questions que je n'ai pas préparées, mais des questions qui vont être très logiques, selon moi, dans mon sens, mais aussi j'ai besoin de votre participation et de m'aider dans la meilleure formulation au travers des réponses, pour aider en fait justement l'audience à se constituer un aperçu de ce panel. La première question, vu que l'on parle justement de comment, de secteur éducation, mais de comment transformer l'éducation en Afrique centrale grâce au numérique, la première question que moi je vais poser, c'est que avant que l'on table sur le comment, j'aimerais, selon vous, parce que là on représente 3 pays, le Tchad, le Congo-Brazzaville et le Cameroun, j'aimerais, selon vous, que vous puissiez en fait nous peindre un tout petit peu comment se présente le secteur éducationnel chez vous, parce que quand je parle de peindre, on voudrait voir quelle est la problématique qui existe, quel est l'existentiel en ce moment, et en fait, on va aussi tabler sur d'abord l'aspect du numérique, et voir comment est-ce que cela peut nous aider à répondre à cette problématique de l'éducation. Donc, Béni, je vais commencer par toi. Et c'est un peu comme tu es tu es étudiante, d'accord? Tu as effectivement des problèmes que tu as navigués, et je suis particulièrement fasciné de comment est-ce que tu t'es lancé dans le domaine, et parce que tu voulais répondre à un besoin, à un problème, celui qui justement t'embêtait. Comment se présente le secteur éducationnel chez toi au Cameroun en ce moment? Il faut enlever il faut juste mettre le micro, voilà. Ok. Parfait. Voilà. Donc, dans le secteur éducationnel, actuellement, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Premièrement, Internet. Vous avez remarqué, aujourd'hui, on a eu beaucoup de mal à se connecter. Donc, c'est vraiment la plus grosse difficulté, étant donné que toutes les nouvelles technologies dont on parle passent par Internet. Donc, sans l'infrastructure Internet, nous ne pouvons pas avancer. On a aussi un problème d'infrastructure. Donc, beaucoup d'étudiants n'ont pas de machines. Beaucoup d'étudiants n'ont pas... c'est-à-dire qu'il n'y a pas une infrastructure, il n'y a pas assez d'infrastructures, d'infrastructures réseau, je peux dire comme ça, informatique réseau, pour nous faciliter la tâche. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on utilise, heureusement qu'aujourd'hui, la téléphonie mobile essaie de pallier à ce problème. Donc, nous utilisons donc les téléphones mobiles pour essayer de gérer ces problèmes de connexion et de connectivité. Nous avons un autre problème de confiance, au problème au niveau de l'authentification de nos diplômes. Donc, il arrive que... c'est-à-dire, à chaque fois qu'on veut faire des concours et tout, il y a une longue procédure. Donc, le système n'est pas informatisé. Et ça nous pose aussi un problème. Nous rencontrons également des problèmes au niveau des notes. Donc, on n'a pas un système pour suivre nos notes, depuis la composition jusqu'à la publication des résultats. Donc, parfois, les notes ne sortent pas, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Et on ne sait pas où se plaindre, on dépose des requêtes et on ne sait pas trop. Donc, il n'y a pas un certain suivi. Il n'y a pas un suivi. Nous avons aussi le problème pour les résultats. Il y a des fois, les résultats sortent, notamment ça se passe généralement dans les concours. Et après, une autre liste arrive avec d'autres noms, avec des noms modifiés. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu ça les problèmes que nous rencontrons dans le système éducatif au Cameroun. Donc, pour ma part, très bien.
Très bien. J'aimerais rebondir rapidement, Remy et Issa. Je pense que nous avons plus ou moins tous les mêmes problèmes. Alors, enfin, par rapport à ce que Benny a rajouté tout à l'heure, qui essentiellement font partie de notre problème aussi, quel est l'aspect peut-être additionnel et unique qui, en fait, identifie le Tchad quand il s'agit du système éducationnel existant maintenant, sans parler du numérique? On veut en fait relever en fait les problèmes qui existent. Alors, je prends la parole. Benny, tu pourrais couper ton micro. Alors, je crois qu'il y a... Voilà, je crois qu'il y a un petit problème. Romy, prends la relève, s'il te plaît. Similaires. Comme ça, à la différence du Cameroun, nos géographies ne sont pas les mêmes. Ça, c'est l'aspect fondamentalement, enfin, c'est l'aspect fondamental qui différencie le système éducatif camerounais et le système. Vas-y, continue, Issa. Continue. Comment? Tu as eu un problème de connexion. Continue. Allô? Continue. Vous m'écoutez? 5 sur 5, continue. Vous m'écoutez? Oui, on t'entend très bien, Issa. Est-ce que vous m'écoutez? Vas-y, nous vas-y. t'écoutons. Vous m'écoutez? Vas-y. Ah, d'accord. Voilà, donc je disais que l'aspect fondamental entre le Cameroun et le Tchad, peut-être aussi nos frères du Congo, c'est tout au niveau de la géographie. Vous savez, le Tchad, c'est un pays de 1 284 000 km², qui a au nord une grande partie désertique et au sud une faible zone subsaharienne et vers le sud un peu une zone soudanaise. Alors, la disparité de ces régions font que l'accessibilité même déjà y est très difficile, dû aux phénomènes naturels en fait, que ce soit le désert, que ce soit les eaux, les routes, l'accessibilité est compliquée. Et du coup, on a souvent tendance à résumer ce qu'on dit de nos systèmes éducatifs en se basant sur ce qu'on vit dans le milieu où on vit, donc c'est-à-dire pour la plupart de nous qui sommes ici, la capitale. Alors qu'en zone rurale, il y a tellement de problèmes auxquels on n'y a pas accès. Peut-être on n'a pas encore cette information, surtout si on n'est pas du domaine de l'éducation, ou sinon on a peut-être d'autres activités qui nous mènent dedans. Alors, pour le cas du Tchad, il y a deux problèmes majeurs concernant le système éducatif. Avant de parler du côté numérique, je parle du système éducatif. Il y a une question d'infrastructure qui est là. Les infrastructures scolaires ne sont pas en capacité d'accueillir tous les jeunes qui sont candidats à l'éducation de nos jours. Parce que ces infrastructures sont faibles, ou sinon elles sont délaissées, ou sinon elles sont abîmées. Ça, c'est la réalité qu'il y a chez nous au Tchad. Et surtout, plus tu t'éloignes de la capitale, plus ce constat se fait de manière amère. Parce qu'il y a des zones dans lesquelles aujourd'hui, on a des enfants qui étudient sous les arbres, dans les pailles, où deux fois il y a un seul maître qui s'occupe de peut-être tout un village, tout un département. C'est difficile. Donc, la question infrastructure est l'une des questions les plus fondamentales quant à l'éducation, surtout au niveau du Tchad. Ça, c'est d'un. De deux, il y a la question des ressources humaines. Pour qu'il y ait école, il faut nécessairement qu'il y ait les élèves, il faut qu'il y ait des enseignants et surtout, il faut qu'il y ait des cadres. C'est-à-dire tout ce qui pense l'éducation, la pédagogie, la politique même nationale en termes d'éducation. Et on se rend compte qu'il y a faillite à tous les niveaux de ces structures. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est quoi? En réalité, les enseignants qui sont affectés dans des zones qui sont difficiles ne rejoignent pas leur zone d'affectation parce que à cause des difficultés dues à la région, parce que tel est du nord, tel est du sud. Et il y a un manque cruel parce que les jeunes se retrouvent sans enseignants. Et ça amène à ce que les années scolaires sont très courtes. Au lieu de 9 mois, il y en a qui en font à peine 4, 2 fois 5. Et c'est de manière tellement disparate qu'il n'y a aucune politique qui peut te donner une réponse claire du niveau éducatif de ce qu'il y a. En plus de ça, on ne maîtrise pas nos populations. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent avoir commencé l'année ici et puis qui vont finir ailleurs. Ça, ce sont les problèmes du Tchad que je dis. Et il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école. Ça aussi, ce sont des problèmes auxquels on est confronté. Et surtout, la question des filles, parce que les filles, chez nous, les parents sont de plus en plus réticents pour que ces filles aillent à l'école parce qu'ils estiment que les filles sont faites pour être à la maison, faire la cuisine et puis être des bonnes femmes. Point final. À ce niveau, on a un problème culturel maintenant qui s'impose.
Parce que dans nos cultures, on a réduit la femme à la cuisine et à être la femme à la maison de manière à ce qu'on ne lui donne pas l'éducation. Pour pallier à ces problèmes-là, il faut une politique nationale de sensibilisation des parents sur l'intérêt d'amener les filles à l'école. Et ça nous amène directement à la responsabilité des politiques, qui est une question un peu difficile sur laquelle je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Mais je vous dis un peu de manière succincte les difficultés que l'éducation a au niveau du Tchad. Je ne sais pas si je dois continuer en parlant du côté numérique ou bien je laisse la parole et puis après je reviens pour la partie numérique. On va évoquer la partie numérique, mais je pense que tu as vraiment tablé des éléments qui déjà me font réfléchir, qui font d'ailleurs partie des questions que j'ai ici. C'est très intéressant de voir comment ça se présente, la problématique éducationnelle. Il y a aussi l'aspect, je me rends compte qu'il y a aussi l'aspect culturel, il y a l'aspect des infrastructures, il y a l'aspect un peu comme au Tchad, il y a, comme tu as évoqué, le Nord, il y a des articles, ce qui fait que l'infrastructure n'arrive pas de ce côté-là. Donc, des éléments vraiment intéressants que quand j'écoute par exemple Béni, elle fait face à des problèmes aussi différents par rapport à son environnement, mais on se rend compte qu'au Tchad, bien qu'on a des éléments similaires, mais il y a d'autres problèmes en fait qui viennent. Et je suis intéressé, Rémi, j'aimerais juste que tu rebondisses peut-être moins d'une minute en rajoutant un élément peut-être très différencié par rapport au Congo-Brazzaville, qui seront peut-être similaires qu'ici. Et après, on va continuer à la question pour parler maintenant du côté numérique. Oui, tout à fait, Jean. Merci beaucoup, Aïssa, parce que vraiment, on dirait qu'il était en train de lire dans mon cerveau. Vraiment, merci beaucoup, mon cher frère. Comme différentiel, je veux juste dire peut-être qu'ici au Congo, on sera confronté à un problème de qualité de l'éducation. Ça, c'est tout. Donc, en plus des autres problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, Béni et Issa, on va être confronté ici. Si on veut parler, on va parler plus d'un problème de qualité de l'éducation depuis le primaire ou la maternelle jusqu'à l'université, notamment avec la qualité du français qui se dégrade de plus en plus et les réseaux sociaux qui n'ont pas aidé à améliorer ça. Donc, c'est juste ce que je pourrais ajouter pour compléter. Mais vraiment, sinon, le reste... C'est intéressant que tu dises ça, Rémi, parce que bon, tu vois, tu as évoqué un élément qui risque de me faire passer par 2 heures de conversation ici, d'accord? Mais on va se limiter là. En fait, tu viens d'évoquer un élément. Tu viens de dire en fait qu'il y a la dégradation de la langue de Molière, qui en fait, à la base, n'est pas de notre culture. Bien sûr, bien sûr. D'accord? Ça, c'est notre débat, John. Ça, c'est notre débat. Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. On va pas l'évoquer ici, parce que sinon, on va rester ici pendant 5 heures. Ouais, on va parler. Et on ne va jamais se focaliser sur le numérique. Et ni on ne sera jamais d'accord. Tout à fait. Et puis, il y a aussi l'aspect de la qualité de l'éducation. Parce que déjà, rien que ces 2 éléments-là, je peux dire que le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa partagent les mêmes peines. Ok, la dégradation de la langue de Molière, et puis il y a aussi la qualité de l'éducation. Mais j'aimerais rajouter aussi un autre élément que on a été colonisé et qu'il y a un aspect que l'on n'a pas changé depuis que bon les colons sont partis. On se rend compte que nous n'avons pas évolué, on n'a pas continué en fait l'évolution de post le colonialisme. On a l'impression qu'on est resté statique et par conséquent, la première grande partie de nos parents, de nos ancêtres qui ont évolué dans la colonisation, qui sont allés pour la plupart à l'étranger, se sont vus évoluer différemment. Et nous, il y a toute une progéniture, donc 30 ans comme ça ou plus des jeunes qui n'ont pas l'éducation qu'il fallait ou qu'il faut. Mais je vais quand même rebondir, on va continuer parce qu'il y a Béni qui est parti maintenant, elle va revenir sur un problème de connexion. Mais je vais rebondir aux questions qui vont s'en suivre. Alors, parlons quand même du numérique, d'accord? Parce que là, on fait allusion à l'éducation et on fait allusion à comment est-ce que le numérique peut pallier à ces questions-là. Mais pour entrer dans le vif du sujet, moi, j'aimerais que vous répondiez à cette question concrètement. Qu'est-ce que c'est que l'éducation numérique? Allez, Rémi, on va commencer par toi. Moi, allô? Oui, vas-y. Oui,
En fait, pour moi, l'éducation numérique, si je peux dire, c'est le fait d'utiliser les technologies de l'information, de la communication ou les outils numériques pour dispenser la connaissance ou le savoir. C'est un peu ça comme ça que je pourrais définir de façon vraiment assez succincte et brève, sans vouloir entrer dans les épilogues. C'est comme ça que je la définis. D'accord, d'accord. Et Issa, j'aimerais que pendant que tu réponds à cette question, et qu'on puisse aussi passer à celle qui nous interpelle. Est-ce que le numérique est vraiment la solution à nos problèmes de l'éducation en Afrique centrale? Surtout quand on voit qu'il y a l'aspect culturel, il y a les aspects politiques, il y a les aspects coutumiers aussi, en fait, où il y a même des religions. OK? Donc, est-ce que le numérique est la réponse à tous nos problèmes éducationnels en Afrique centrale en particulier? Vas-y, Issa. Alors, concernant la définition de ce que c'est l'éducation numérique, je partage entièrement la définition que M. Fotso vient de nous livrer. Et maintenant, pour donc revenir à la question de savoir est-ce que le numérique, l'éducation numérique est-elle une solution pour, on va dire, les mots qui miment l'éducation en Afrique centrale? Alors, cette question, c'est une question difficile parce que il y a 2 poids 2 mesures en fait. Je crois que pour ma part, au niveau de l'accessibilité à l'information dans certaines zones, ça se fait de manière tellement difficile que à un moment, il faut savoir s'adapter aux réalités qui existent afin de transmettre les connaissances à nos jeunes frères et à nos enfants. Parce que il faut pas qu'on se leurre. Il y a une réalité qui est là. Il faut qu'on s'adapte à cette réalité pour pouvoir transmettre les connaissances au public cible, c'est-à-dire les enfants qui sont encore à l'école. Imaginez-vous, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais à une conférence au Burkina avec le G5 Sahel sur l'économie des pays en temps de crise. En temps de crise, rien n'est fait normalement. C'est-à-dire le système éducatif est obligé de s'adapter à la réalité qui se fait. Donc, il va falloir développer des solutions pour s'y adapter. Imaginez-vous, par exemple, un jeune dans un village qui se fait attaquer aujourd'hui. Le lendemain, il doit aller à l'école, ainsi de suite, avec la question de sécurité qui s'impose et toutes ces choses. À mon avis, ça devient tellement difficile que, à un moment, les enfants ne vont pas à l'école parce que les parents estiment même que, en termes de sécurité, ce n'est plus possible pour leurs enfants de continuer à aller à l'école. Donc, ils gardent leurs enfants à la maison. Maintenant, en gardant leurs enfants à la maison, il faut quand même trouver une solution pour que ces enfants continuent à étudier, continuent à avoir accès à certaines connaissances, parce qu'il y a des zones, par exemple, dans mon pays au Tchad, il y a des zones dans lesquelles on est perpétuellement en crise. Surtout les zones des frontières. Presque toutes nos frontières sont des zones de tension. Et imaginez-vous un jeune qui grandit dans ces conditions. Il faut s'adapter à ce que lui, il vit pour qu'il puisse, si jamais il doit venir à la capitale, continuer ses études, ou bien si jamais il doit sortir en dehors du Tchad pour ses études, ou sinon s'il doit aller dans une grande école ou bien passer des concours, il faut qu'il soit prêt pour ça. Heureusement, on a les smartphones qui aujourd'hui nous servent à des plateformes éducatives et tout ça qui permettent à certains jeunes, indépendamment même de la politique pédagogique qui est instaurée par le gouvernement, à certains jeunes d'apprendre dans leur chambre, chez leurs parents, ainsi de suite. Et à cette question, à ce problème se pose une question énorme aussi, la question des infrastructures. Aujourd'hui, par exemple, il faut une couverture en termes d'Internet dans certaines zones pour pouvoir accéder à des plateformes éducatives. Ce qui n'est pas le cas ici, surtout au Tchad, où le taux de pénétration même de Internet est en deçà de 20%. C'est tellement difficile que les gars, ils ont envie de le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est dû à la question d'instabilité politique qui est permanente et qui oblige certains jeunes à ne pas pouvoir étudier en bonne et due forme. Maintenant, il y a une autre question que John avait évoquée tout à l'heure, c'est la question culturelle. La question culturelle, la question religieuse aussi. Et ça, c'est difficile parce que je vous assure qu'il y a des régions dans lesquelles, où il y a des enseignements dans lesquels on pense que la technologie est haram. Et c'est tellement difficile de venir dire à une personne qui pense comme ça qu'il faut que son enfant ait accès à l'éducation parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que lui, il est formaté déjà et il pense que ce qu'il pense
est la meilleure. Et ça, ce sont des choses que nous, on vit ça permanemment et ce sont des problématiques très, très réelles qui demandent beaucoup de réflexion. Et au-delà de nous, ça demande des questions, des réponses politiques parce que ce sont les politiques qui décident de l'orientation même de tout ce qui est système éducatif surtout. Et maintenant, de l'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, je parle des systèmes numériques, je parle de déploiement des systèmes, de gros systèmes, je veux dire la télécommunication, pour que tout le monde dans sa zone ait accès à l'information de manière à ce que, en rendant cet accès utile, cette personne puisse acquérir des connaissances. Ça, c'est tout ce qui est problème rural. Maintenant, pour la plupart des problèmes au niveau de la capitale, il y a deux problèmes majeurs. Il y a le problème de l'électricité, qui est un problème généralisé, c'est-à-dire au-delà même de la capitale, il y a des zones, des grandes villes qui sont les villes économiques où il y a un problème d'électricité, mais alors là, criant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une semaine, il y a des gens qui restent 4-3 jours sans électricité. Et quand c'est le cas, tu ne peux pas avoir accès à une connexion pour que tu puisses étudier sur Internet ou bien sur une plateforme interposée parce que c'est tellement difficile. Donc, à ce niveau, se pose une question qui est aussi la question de coût de Internet, surtout pour le Tchad où le coût de Internet est relativement très, très, très élevé par rapport aux autres pays de la sous-région. Je disais la dernière fois qu'on était à peu près à 18 dollars le giga ici au Tchad. Ça, c'est une question auquel il faut y trouver une réponse. Et aussi, il y a la question d'accès à l'information. Parce que aujourd'hui, par exemple, moi, pour avoir accès à certaines informations, je vais sur des plateformes, je vais sur des moteurs de recherche, ainsi de suite, et puis j'ai accès aux informations que je veux. Et grâce aux connaissances et aux ainsi de suite, tu peux être ici, travailler déjà en France, travailler déjà aux États-Unis. D'ailleurs, la crise de la Covid nous a obligés à dématérialiser tout. Imaginez-vous, par exemple, qu'on dématérialise tout avec, les infrastructures. Et les infrastructures, je vais dire informatiques, et puis les grosses infrastructures en termes de communication et l'accompagnement politique. Parce que ces trois acteurs-là, cumulés, nous amènent à un système complètement dématérialisé de l'éducation. Et surtout aussi, ils joignent la question de la formation des enseignants. Parce que tout à l'heure, Foto parlait de la dégradation de la qualité de l'enseignement. Et ce problème a particulièrement trois acteurs. Les parents d'élèves, les enseignants eux-mêmes, et puis le ministère en charge de l'éducation. Et ces trois acteurs, d'ailleurs, il y a une cellule à laquelle j'appartiens où on parle permanemment de ça, c'est de trouver des solutions pour que ces trois acteurs puissent donner de manière claire des orientations pour que le ministère puisse l'instaurer et afin qu'on puisse améliorer notre qualité d'enseignement en Afrique, surtout au Tchad. Je parle toujours du Tchad parce que je connais mieux le Tchad. Donc, voici un peu de manière, on va dire, très grosso modo, ma pensée par rapport à la question actuelle. De John. Très bien, ça c'était fantastique. Et je vois que Benny est revenu. Benny, tu es revenu, mais avant que tu ne reviennes là, je voudrais poser la question à Rémi. Rémi, pour rebondir à la même question, qu'est-ce que tu vois de ton côté par rapport à cet aspect et aussi par rapport aux exemples que Issa a donnés dans cette partie-là? Tout d'abord, j'ai envie de dire félicitations à Issa. J'ai même envie d'applaudir parce que je ne sais pas si on est dans... Oui, on va applaudir pour ça. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes, s'il te plaît, donnez-moi des cœurs, des likes. En tout cas, Issa, c'était fantastique, Vas-y, s'il te plaît. Ok, donc en mon sens également, en complément, hein, bien sûr en complément de ce que j'ai suivi de Issa, très priant d'ailleurs, moi j'aimerais encore dire ceci. Pour moi, on est en train de poser un peu un problème de luxe. Parce que déjà le référentiel, c'est-à-dire, c'est comme si on voulait faire poser directement une fondation, construire une maison sur un marécage. Si vous voulez comprendre un peu la parabole que je fais là. Parce qu'on n'est même pas sur un sol solide. On veut déjà penser au numérique, on veut déjà penser à la digitalisation de l'éducation et autres. Alors que nos problèmes vitaux déjà, on a parlé tout à l'heure sur le plan éducatif des différents mots qui minent ce secteur. On ne va pas épiloguer sur les autres secteurs. Mais sur la partie éducative déjà, vous voyez, on n'arrive même pas à avoir des élèves qui ont... on n'arrive même pas à avoir... excusez-moi, j'étais un peu interrompu. S'il te plaît, un peu doucement, pardon.
Excusez-moi. Donc, je disais, aujourd'hui, c'est comme si vous n'aviez même pas des babouches et puis vous voulez vous acheter une Weston. Moi, je dis, c'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Je dis bien encore, en plus de ce que Issa a dit tout à l'heure très brillamment, je vais supposer que, OK, tous les éléments sont réunis sur la partie politique, sur la partie géopolitique également, sur la partie, voilà, infrastructure. Donc, c'est à partir de là que je prends mon sujet. Parce que s'il faut rentrer dans les différents méandres de l'éducation, encore, on va encore soulever des problèmes. Par exemple, on va en trouver tellement à l'appel des problèmes. Donc, je parle du référentiel où tout est en place, tout est normal, OK, on va dérouler. Alors, si à partir de là, moi, je parlerai d'un problème. Je ne vais pas revenir sur Internet, les infrastructures, tout ça, c'est connu. Je vais parler de la contextualisation des contenus. Tout à l'heure, il s'est soulevé un sujet pareil. Aujourd'hui, si vous entrez dans le moteur de recherche, malgré les différents avènements comment vous appelez ça, sur la partie télécom, dans les gestions de contenu, on est toujours hébergé ailleurs. Et si vous cherchez quelque chose sur le Tchad ou le Cameroun ou le Gabon ou encore le Congo, une recherche, vous allez trouver ça où? Dans un serveur en Europe. Vous allez trouver ça où? Dans un serveur aux États-Unis. Et c'est encore même, figurez-vous que ce sera peut-être encore un Français, peut-être encore quelqu'un d'autre qui aura fait ou mené des études d'enquête pour votre pays ou pour la région où vous vous trouvez. Et moi, je trouve ça, c'est un peu bizarre. Quand je faisais la recherche sur le thème, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était la majorité des consultants européens qui étaient venus mener des enquêtes sur les pourcentages de pénétration de l'Internet, la téléphonie et autres, l'éducation, l'impact, machin. Alors, nous-mêmes, on veut aujourd'hui parler de quelque chose qu'entre guillemets, qui nous concerne, mais que nous ne maîtrisons pas au fond. Que nous ne maîtrisons pas au fond. Et pourquoi? Parce que nous dansons plus vite que la musique. Nous résolvons d'abord nos problèmes qui sont les plus vitaux, et maintenant parlons du numérique. Et ensuite, en parlant de la contextualisation, en plus de la contextualisation des contenus numériques, que les gouvernements puissent également accompagner tout ce qui se passe au niveau scolaire, c'est-à-dire qu'ils mettent les moyens pour qu'on ait des plateformes, des infrastructures et autres, pour pouvoir justement gérer et mettre les différents contenus, les recherches des étudiants, les exposés et autres études qui peuvent être là, qu'on puisse les mettre à l'intérieur, de sorte que sur le plan local ou bien sur le plan sous-régional, qu'on puisse facilement atteindre ou bien facilement récupérer ces informations. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est également que nos gouvernements passent difficilement des paroles aux actes. Et ça devient pénible au fur et à mesure. C'est un sujet qui au départ me faisait un peu rire, mais au fur et à mesure que j'en parle, ça me fait très mal en fait. Au fond de moi, ça me fait de plus en plus mal de parler d'un sujet comme ça, pourtant qui n'a pas l'air très sensible, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez un peu comment le comportement de nos politiques, comme disait Issa tout à l'heure, comment leur comportement peut influencer et également nous retarder dans le développement de notre sous-région. Et ça fait très mal. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas être long parce que je sais que le temps est très court. Issa a déjà presque tout dit. Je voulais juste apporter ces deux compléments particulièrement. Merci Jean, merci Issa. Oui, merci Issa. C'est des éléments très importants. Je vais faire venir Benny tout à l'heure. J'ai une réflexion complémentaire, mais aussi différente pour nous permettre à la fois dans la contextualisation, mais à la fois de reconnaître les problèmes que nous avons, mais aussi de ne pas être par rapport au développement numérique qui est important aujourd'hui dans le monde pour nous rassurer en fait que l'on participe globalement dans un écosystème financier qui nous permettra de développer une économie numérique. Là, on parle de l'économie numérique parce que pour faire valoir notre économie numérique, il est très important que l'infrastructure de base, comme tu l'as bien évoqué, comment est-ce que je peux acheter des Weston alors que je n'ai même pas des babouches? D'accord? C'était une très belle analogie.
OK? Et je pense que chacun devra faire sa part. Le gouvernement doit faire sa part. Les entités communautaires doivent aussi faire leur part. Mais ces entités communautaires doivent faire leur part sur base d'un appui du gouvernement aussi. Mais aussi, il y a le côté privé. Généralement, le côté privé, nous, on évolue beaucoup plus vite, en fait, que la régulation, que le gouvernement. On n'a pas envie d'attendre. Mais cependant, le retard ou les incompréhensions des politiques, des gouvernements, des assemblées nationales nous empêchent quelquefois, nous, le privé, de pouvoir aller très rapidement dans l'implémentation de choses qu'on veut absolument faire. D'accord? Et cependant, on se rend aussi compte que certains de nos gouvernements, ou alors la plupart, n'ont pas forcément les budgets qu'il faut pour répondre aux besoins de développement de ces infrastructures. Alors, comment pallier à cela? Il y a d'ailleurs une question ici très importante qui vient ici de Georges. Je vais vous la poser aussi tout à l'heure, ou alors je vais la poser après. D'accord? C'est une très belle question, mais je vais la poser après. D'accord? De Georges, encore une fois. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire venir Benny. Benny, débloque ton micro, s'il te plaît. D'accord? Comme ça, tu vas partager avec nous pour rebondir un tout petit peu par rapport à ce que Ronnie a dit, mais aussi Issa. On aimerait bien comprendre l'environnement dans lequel tu te retrouves pour que tu nous fasses savoir, est-ce que tu penses, selon toi, que le numérique aujourd'hui est la solution à nos problèmes éducationnels? D'accord? Mais aussi, est-ce que tu penses que, si c'est vrai, est-ce que l'infrastructure au niveau de Cameroun répond à tous ces besoins maintenant? Parce que je crois qu'il y a un problème d'infrastructure, mais aussi du contexte. Est-ce qu'on ne se retrouverait pas tellement dans le copier-coller? Parce que quand on copie, on a l'impression, OK, d'accord, bah, les Américains, ils sont là, les Asiatiques, ils sont là au-devant. Bah, écoute, ce sont eux qui développent la 5G, la 4G, la 6G aujourd'hui, la 6G. Ce sont eux qui développent, ce sont eux qui sont tellement en train d'aller très rapidement. Alors, est-ce que nous, on a tout copié ou tu penses qu'on doit rester à l'arrière-plan, régler d'abord nos problèmes, OK, en dehors de cette avancée du numérique? Qu'est-ce que tu penses, selon toi? Est-ce que le numérique est vraiment la solution pour le problème éducationnel en Afrique? Ce que je dirais, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes avec les services publics, les services de l'État, mais je pense sincèrement que le privé, on doit beaucoup plus penser à développer le secteur privé pour trouver des solutions pour pallier à ces problèmes-là. Je prends un exemple simple. Il y a un start-up, par exemple, qui crée des micro-serveurs avec des cours et des exercices embarqués. Bon, c'est vrai que c'est vrai qu'il faut un minimum d'infrastructures. Il faut un minimum parce qu'une fois le serveur arrivé, il faut des machines pour suivre les cours et tout. Mais au Cameroun, par exemple, le minimum il y a déjà le minimum. Donc, je dirais qu'il faut beaucoup développer le secteur privé afin de chercher les solutions pour pallier à ces problèmes-là. Donc, le numérique, effectivement, a sa place. Et il faut aussi s'adapter. Il faut s'adapter à l'Afrique parce que ici, chez nous, par exemple, dans le secteur de l'infrastructure informatique, c'est beaucoup plus des téléphones portables qui sont utilisés. Donc, si on pense, par exemple, développer l'application, il faut penser aux applications mobiles parce que nous, les jeunes Africains, utilisons beaucoup plus le téléphone portable. Donc, l'Afrique doit essayer, le côté privé, le secteur privé en Afrique doit essayer de trouver des solutions pour remédier, pour pallier à ces problèmes-là. Donc, effectivement, le numérique a sa place en Afrique. Très bien. Alors, le numérique a sa place en Afrique, absolument. Ça, c'est inévitable. On sait que nous devons tous, en fait, adapter par rapport à la situation qui se passe en Afrique pour l'instant. Le développement, là, moi, je suis pro-numérique, en fait. Moi, ma recommandation est celle-ci. Nous avons des problèmes en Afrique et des problèmes d'infrastructure pour la plupart. Le taux de pénétration par rapport au téléphone mobile, il est quand même assez faible. Comparé par exemple, on va dire, aux États-Unis, ou alors en Europe ou encore en Asie. Le taux de pénétration est assez faible. Mais il faut quand même avouer une chose, que
on voit une rapide, un développement quand même assez accéléré les dernières 5 années en ce qui est en fait de la pénétration mobile aujourd'hui. Aujourd'hui, même une sentinelle au Congo, Kinshasa, détient un téléphone Android. Qui veut dire un téléphone Android qui lui coûterait aujourd'hui 10, 20 dollars, veut dire en fait, qui permet d'avoir accès à Internet. Et parce qu'il a accès à Internet, et d'ailleurs la plupart aussi savent à quel moment ils peuvent utiliser du YouTube, consommer du contenu YouTube, ils savent à quel moment, à quelles heures de la journée ou de la nuit ils ont accès à Internet gratuitement, parce que bon, les telcos déploient quand même des produits qui répondent à leurs besoins. Donc du coup, la contextualisation du contenu éducationnel pour éduquer ces gens-là, même dans leur langue, est importante, de manière à ce qu'ils puissent lui dire, ben écoute, je ne suis pas laissé. D'accord, c'est vrai qu'il y a les gars qui parlent français, qui parlent anglais, ainsi de suite, mais moi, dans ma langue maternelle, il y a du contenu qui a été produit pour m'éduquer, et pas seulement consommer de la musique ou de la pornographie, ainsi de suite, mais consommer du contenu qui lui permet de pouvoir évoluer. Alors, nous faisons la part des choses. Le secteur privé devrait absolument évoluer en développant ses outils, en développant ses produits, en développant ses contenus pour éduquer la masse. Les gouvernements, les services publics et administratifs doivent aussi faire la part des choses, développer justement ces infrastructures, favoriser en fait les investissements directs venant de l'étranger pour développer l'infrastructure. Parce que si on n'a pas les capitaux qu'il faut, ben, nous devons faire venir ces investisseurs. Amenez-nous cet argent, déployer l'infrastructure, mais former nos peuples, former nos individus, nos consultants qui, après que vous soyez partis, vont continuer à gérer cette infrastructure. Et avec les gouvernements, signer des contrats, des partenariats de telle manière à ce que votre investissement vous soit restitué dans les délais qu'il faut. Mais la connaissance doit être transférée à nous, le peuple africain, de manière à ce que nous soyons vraiment épanouis, que nous soyons indépendants, d'accord, afin que l'on puisse gérer en fait nos avoirs. Mais en même temps, nous ne devons pas rester à l'arrière-plan de ce développement numérique. Donc, on doit faire la part des choses, on doit faire les deux en même temps. Mais dans le secteur privé, nous avons des gens comme Issa qui, assez éloquents, vont aller parler aux régulateurs, vont aller parler aux politiques, vont aller plaider la cause de la communauté africaine au Tchad pour dire, écoutez les gars, nous voulons ceci, mais en même temps, voici ce que nous vous recommandons de faire afin que vous puissiez développer. Mais nous avons aussi des gars comme Rémi qui voyagent assez souvent et qui peuvent être en contact avec des investisseurs, mais qui veut absolument le développement de son pays. Il va dire, bah, écoutez, nous, on veut le développement du Congo. Voici, venez ici développer cette communauté, apporter vos 100 millions de dollars, développez-nous l'infrastructure, de telle manière à ce que les gens comme Béni au Cameroun puissent profiter justement de l'infrastructure qui est dedans en tant qu'étudiante, étudier dans les conditions qu'il faut, de telle manière à ce qu'elle, d'ici 5 ans ou 10 ans, on n'aura plus ces problèmes ici, mais d'ici 5 ans ou 10 ans, Béni réfléchira de manière différente et sera dans l'intelligence artificielle, voir comment en fait développer des solutions pour aider justement les gens dans les communautés ou apporter des trucs dans la blockchain et ainsi de suite. Voilà un peu mes réflexions. Et je prends la question de Georges pour dire nos économies sont extraverties, comme le sont nos systèmes technologiques. Comment constituer un corpus de technologie académique endogène? Issa, j'ai une question pour répondre à Georges, qui lui nous a provoqué positivement ici avec 2 questions phénoménales. La première question dans le panel précédent et maintenant cette question ici. Juste la balance s'il te plaît et n'importe qui peut rebondir à tout moment. Alors, je pense que je vais prendre un exemple simple. Hein, c'est ma personne, moi-même personnellement, parce que je crois que cette question corrobore trop à ma personne ou bien peut-être à mon histoire. C'est que pour constituer un corpus de technologie académique endogène, il faut développer des compétences locales. Vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation, on a tellement de jeunes qui ont accès aux mêmes éducations et aux mêmes techniques de développement que les jeunes d'autres pays, des grands pays avancés, entre guillemets.
Et on a les mêmes compétences, et à compétences souvent égales, nos jeunes, surtout en Afrique, sont mieux qu'eux. La question qui se pose très souvent, par contre, c'est quand nos jeunes vont étudier là-bas, ils ne reviennent plus. Ils sont souvent, ils restent là-bas. C'est bien vrai que y a une question de, ce sont des questions personnelles. Hein. La personne a un meilleur cadre de vie, peut-être un meilleur salaire, mais en termes d'impact sur la société, il est moins impactant en étant là-bas qu'en étant en Afrique. Je vous explique un peu, par exemple. Moi, en tant que j'étais déjà informaticien principal de IDEMIA, Morpho Safran, donc en son temps, je gérais le projet élection. Et sur le même poste, il y avait, avant moi, il y avait un Français qui était là. Et c'était techniquement mon chef, mais tout ce qui s'est passé, c'était moi qui le faisais. Et après, heureusement, on a un consultant suisse qui est venu, il dit que c'est pas normal parce qu'il avait peut-être 3 fois mon salaire. Et du coup, le monsieur, il n'a pas aimé parce qu'il travaille avec une agence des Nations Unies que je ne dirais pas, dont je ne dirais pas le nom. Il a dit non. Au lieu de penser tel montant pour faire ça, faites passer ce jeune qui est en plus dans son pays, il a l'avantage d'avoir, il connaît d'avoir du monde, il peut profiter des retombées, on va dire, technologiques, ainsi de suite. Et profiter également de présenter au monde ce qu'il faut. Et c'est comme ça que j'ai accédé pour la première fois à mon poste de gestion de projet. Et c'était tellement compliqué parce que c'était les présidentielles. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, on sait comment c'est que les présidentielles. Donc, pour répondre à cette question, typiquement, c'est de rapatrier nos compétences, leur créer des cadres de vie ici, surtout en Afrique, de manière à ce qu'ils puissent être épanouis pour nous proposer des solutions meilleures pour sortir nos pays, pas seulement dans le domaine de la technologie, mais dans tous les domaines dont on a besoin pour se développer. Parce que c'est un manque à gagner énorme. Parce que souvent, par exemple, on a des jeunes qui, par exemple, profitent des bourses des pays pour aller étudier, mais qui ne reviennent pas parce qu'ils savent que s'ils reviennent, imagine-toi, le monsieur, il est ingénieur, il est docteur, il gagne peut-être 2000, 3000 euros en Europe, et quand il est en Afrique, il a à peine 300 euros, 300, 400 euros. Ce n'est pas normal. Il faut que cette question soit résolue. Et ça, c'est la première des choses à faire. Une fois qu'on aura résolu ça maintenant, la question reviendra typiquement à nos populations. Il faut accepter qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se faire. Il y a l'évolution, le monde est en train d'évoluer. Il faut intégrer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, en tant qu'informaticien, j'ai peut-être plus d'informations pour conseiller quelqu'un qui est peut-être dans l'économie ou bien quelqu'un qui est dans l'agronomie, ainsi de suite. Il faut qu'on ait cette culture de se dire que il y a des compétences que je n'ai pas. Il faut que je profite des professionnels du métier pour que je puisse améliorer mon rendement. Et ça c'est une question qui est fondamentale à tous les niveaux chez nous. Et ça, c'est nonobstant du fait qu'on appartienne à une institution ou bien à une classe sociale. C'est une question qui est intrinsèque à beaucoup d'Africains. Et à mon avis, je pense que c'est le résultat d'un complexe d'infériorité qui est alors là criant. Mais il y a beaucoup de jeunes maintenant, à force de le constater, qui font un repli parce qu'il y a un repli identitaire qui se fait. Quand vous parlez avec plein de jeunes sur beaucoup de plateformes, il y a un repli identitaire. Il y a des jeunes, par exemple, aujourd'hui, ils n'ont même pas besoin de revenir pour de l'argent. Eux, ils viennent avec leurs compétences, ils mettent gratuitement à la charge que ce soit des institutions gouvernementales, des institutions de la République ou bien que ce soit dans les secteurs privés. Ils viennent bénévolement parce qu'ils ont cette jalousie en eux de voir qu'il y a d'autres pays qui se développent et leur pays qui leur est cher ne se développe pas alors qu'eux, ils ont les mêmes compétences que les autres qui sont en train de développer leur pays. Et ils ne trouvent pas ça normal. Et ça, je pense que ce sont des questions réelles. Et voici, à mon avis, les problèmes qu'il faut résoudre pour résoudre la question que M. Georges a posée. Merci. Très bien, très bien, très bien, Issa. Encore très éloquent dans ta réponse. Mais parce qu'on est en train de finir, je vais poser une dernière question à tout le monde relatif au Covid. Et après, on va demander à Hélène de faire une clôture. Alors, la crise de Covid a bouleversé un certain nombre de pratiques, notamment dans le domaine de l'éducation. Y a-t-il des retours d'expérience de l'usage numérique? Alors là, je vais demander à Rémi de commencer par toi, s'il te plaît.
Si tu peux répondre à la question. Ensuite, je vais passer par Benny et on va finir par Issa qui a un problème de connexion maintenant. Oui, comme d'habitude, je vais pas être très long parce que vu le temps qui est également en train de courir, effectivement, John, ce serait je suis là, j'écoute. Hein. Très bien. Tu vas répondre juste après Benny. Merci. Ce serait mentir de dire que la Covid n'a pas bouleversé ici, particulièrement au Congo. Par contre, ta question, je ne l'ai pas écoutée, John, donc tu vas me la répéter après. Je vais la répéter pour toi, t'inquiète pas. Donc, je disais, sauf que nous n'étions pas prêts. Surtout, moi, je vais parler du plan Congo, là où je suis. Nous n'étions pas prêts. Ça nous a un peu surpris. Déjà parce que, comme on va encore dire, les contenus n'étaient pas prêts, les infrastructures, Internet et tout et tout. Et également, il y a un autre problème qui est la gestion du changement de mentalité et l'acceptation déjà des élèves et des enseignants et même des parents pour s'adapter à cet avènement-là qui était la Covid. Mais le côté positif, si je peux dire, ça a fait découvrir également à certaines personnes qu'il existe des méthodes d'apprentissage, des méthodes pour acquérir la connaissance en étant chez soi. C'est vrai que on n'est plus en contact avec, vous savez, nous les Africains, nous sommes très tactiles, nous aimons bien toucher. On n'est plus en contact avec les autres, mais on apprend. On a compris qu'il y avait des plateformes qui pouvaient nous amener à échanger avec les autres, qui pouvaient nous amener à obtenir du savoir ou de la connaissance des autres, étant chez soi. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça a eu un gros impact, mais ça n'a pas eu que des côtés négatifs, ça a également eu un côté positif. Et ça a beaucoup aidé également. Si on pouvait plutôt profiter pour essayer de réguler ou bien de normaliser, que ça devienne un outil en temps plein pour les lycées, les écoles et autres, et même comme un référentiel, ce ne serait pas mauvais en mon sens. Très bien. Benny, j'aimerais que tu puisses rebondir aussi par rapport à ça et donner ta perspective des faits. S'il te plaît, mets ton micro en marche comme ça. Ok. Comme Rémi l'a dit tout à l'heure, personne n'était prêt par rapport au Covid. Mais lorsque le Covid est arrivé, les étudiants, par exemple, nous avons commencé à suivre des cours en ligne. Et ce qui s'est soldé par beaucoup d'échecs. Premièrement, parce qu'il fallait être connecté en temps réel, ce qui n'était pas possible. Après, les enseignants ont mis sur pied des cours qu'il fallait télécharger, suivre. Ça aussi, ça se passait pas très bien. Mais le côté positif quand même, c'est que nous avons appris à aller chercher les contenus ailleurs, les formations ailleurs. Donc, nous sommes retrouvés en train de suivre les mêmes formations que les étudiants des pays développés. Et ça a été le côté positif. Notamment, ça a aussi impacté au niveau des mentalités parce que j'entends beaucoup dans les lycées, par exemple, il fallait les parents qui ne s'intéressaient pas beaucoup à l'outil informatique étaient obligés d'essayer de trouver les moyens de se connecter pour faire parvenir des contenus aux enfants. Donc, il y a eu une nette amélioration des mentalités grâce au Covid. Et nous espérons, ce serait peut-être une opportunité pour les entreprises qui sont en train de vouloir développer dans le numérique, de faire un pas en avant compte tenu de ce problème qui est déjà réglé, ce problème de mentalité-là. Donc, c'est un peu très bien. Très bien. Issa, je sais que tu as, par rapport à cette question, je sais que tu as donné des éléments probants tout à l'heure qui vont rebondir aussi, mais j'aimerais plutôt que tu reviennes. Issa, est-ce que tu m'entends? Parce que je ne te vois pas là. Oui. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'écoute, ouais. Ouais, je t'écoute. Je t'écoute. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on ne te voit pas en vidéo, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Très bien. Très bien. C'est vrai qu'on ne te voit pas en vidéo, mais ce n'est pas grave. Alors, ce n'est pas grave. Je voudrais poser une question. Je voudrais poser une question qui est celle-ci. Alors, on parle très souvent, et ça, je vais conclure en fait pour tout le monde aussi, mais on parle très souvent du numérique, comme si en fait le numérique est né que récemment avec l'avènement de l'Internet, ainsi de suite. Mais pour moi, je pense que le numérique existe depuis même que les telcos se sont lancés dans les différents pays, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs années que les telcos existent
Et pour passer en fait une information, le numérique c'est quoi? C'est les 0 et 1, c'est les bits. C'est tout ce qui est en fait la transformation de données qui passe d'un point A à un point B et tout ça. Donc le fait que même avec un téléphone, plutôt sans Internet, on fait déjà usage du numérique, on consomme déjà le numérique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait allusion au numérique, on a l'impression que c'est tout ce qui est sur Internet, sur Google, sur les smartphones et ainsi de suite, alors que la consommation de numérique n'a pas commencé avec celle-là. Elle existe bel et bien depuis belle lurette, depuis les années 60, et que simplement on a été très lent à pouvoir adopter toutes ces technologies innovantes, et qu'aujourd'hui, quand on voit tout le monde à terme avec les smartphones, les téléphones intelligents, on a l'impression que c'est vraiment ça la version du numérique. Et quand on parle, je vois par exemple le commentaire de Cédric qui dit « Le problème de l'éducation en Afrique doit d'abord être structuré avant de passer au numérique. » Alors moi, cette réflexion, bien qu'elle donne un sens, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on nous disait « Écoute, nous devons d'abord résoudre le problème chez nous à la maison, d'accord, avant de penser à utiliser un téléphone pour consommer quel que soit le type de contenu aujourd'hui pour être éduqué. » Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Est-ce que vous pensez réellement, chacun d'entre vous, qu'aujourd'hui, parce que l'Afrique a des problèmes très différents de l'Europe et des États-Unis, est-ce que vous pensez qu'on doit mettre une pause sur l'avancée numérique, quelle qu'elle soit? Ça veut dire passer d'abord à mettre en place les infrastructures, réduire cette fracture numérique qu'il y a au niveau de Tchad, où 1 giga coûte $18, c'est excessivement cher pour ne pas consommer en fait du numérique, parce que bien sûr, ça va causer préjudice à ces jeunes gens qui, au bas âge de 5 ans, 10 ans, et ainsi de suite, n'auront pas ce qu'il faut, surtout dans les zones très reculées, de pouvoir consommer du numérique. Est-ce qu'on a posé tout ça? Fixer d'abord ses bases et rejoindre la course dans le numérique après pour dire au monde, hey, voilà, nous sommes prêts, on va maintenant dans la course. Qu'est-ce que vous pensez? Que chacun puisse donner une remarque en clôturant ce panel. Ça aurait été vraiment très, très passionnant, mais je commence par toi, Issa. Alors, John, merci pour ta brillante intervention, mais il faut que je te rappelle, John, de ne pas faire de confusion entre le numérique et l'analogique. C'est-à-dire, le numérique, on va dire, c'est la version améliorée de l'analogique qui, s'il y a des gens qui sont dans la communication ici, le savent, l'analogique se base sur les signaux et le numérique sur les nombres, comme tu l'as évoqué. Donc, il faut faire une différenciation à ce niveau. Je crois que le numérique, il a commencé un peu plus tardivement que l'analogique qui était utilisé depuis très longtemps. Et nos pays, justement à cause des problèmes d'infrastructure, n'ont pas pu accueillir le numérique assez tôt. Et malheureusement, ça nous a amené tout plein de retard avec son corollaire donc de retard à tous les niveaux, pas seulement au niveau éducation, mais à tous les niveaux de développement. Ça nous a causé du tort. Et maintenant, avec on a de plus en plus de jeunes qui ont accès à l'éducation à travers beaucoup de choses. Et ces jeunes, on espère qu'ils vont changer le monde positivement. Maintenant, à la question de savoir est-ce qu'il faut abandonner une chose pour une autre. À cette question, la réponse est clairement non, parce que on s'arrête pas de vivre de toutes les manières. On a nos problèmes qu'on essaie de résoudre quotidiennement, ou sinon sur une planification sur 1-2 ans, on essaie de les résoudre, mais on vit avec nos réalités toujours. C'est-à-dire, on cherche toujours le juste milieu, sinon le meilleur dénouement. Vous savez, la mondialisation nous impose d'aller dans le concours des nations. On ne peut pas aujourd'hui abandonner une question aussi majeure qu'est la question de la technologie au détriment des autres questions de développement qui nous sont propres, parce qu'on est en train de faire un mouvement d'ensemble. Il faut que nous aussi, on puisse s'aligner pour qu'au bout de 5, 10, 15 ans, quand on va faire des évaluations, on sache qu'au moins on n'est pas en retard, ou sinon on a au moins amorcé la marche. C'est bien vrai qu'il y a des nations qu'on aura du mal à rattraper dans le temps, mais il faut reconnaître aussi que nous, on a amorcé notre développement très, très tardivement. Sauf que, à la différence de ces nations qui ont peut-être des problèmes de population vieillissante, qui ont plein de problèmes, nous, on a une population qui est très jeune
Et alors, à ce niveau, il y a une question de démographie qui va se poser. Et on a de plus en plus de jeunes qui, je vous assure, quand vous allez en Europe, quand vous allez aux États-Unis, dans toutes les meilleures universités au monde, il y a les jeunes africains. Je vous assure que dans toutes les meilleures, à chaque année, il y a des majeurs de promotion qui viennent de l'Afrique. Et ça, c'est indéniable. Et ces jeunes-là, on ne peut pas les ramener au pays et leur dire que non, il faut abandonner toute cette question de technologie et s'occuper seulement du développement traditionnel de l'agriculture ou bien du développement traditionnel de l'élevage, ainsi de suite. C'est pas possible. Il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu de manière à ce que on puisse résoudre nos problèmes politiques, l'instabilité, surtout les freins de ce qu'il y a chez nous, la question d'instabilité politique, la question de développement, la question de pauvreté, il y a tout plein de questions qui sont majeures, mais aussi un équilibre de manière à ce qu'on intègre l'évolution technologique. Et je pense que les deux concourent pour qu'on ait une Afrique meilleure et une Afrique où on peut se sentir fier, parce que aujourd'hui, par exemple, il y a John, il y a Fotso, il y a Benny qui sont dans des pays qu'on ne connaît pas, enfin moi que je ne connais pas, mais on a la capacité d'interagir. Aujourd'hui, par exemple, il y a des jeunes qui sont aux États-Unis et qui sont en train de développer des solutions pour l'Afrique. Moi, j'ai la chance, d'ailleurs, j'ai un ami qui a été aux États-Unis pour un programme de Fulbright. Là, il est en train de développer une solution d'électrification au niveau du sud avec du manioc, des trucs. Il y a de la potentialité qu'on a en Afrique et il faut qu'on les utilise à bon escient. C'est vrai qu'il y a des pays où tout est une question de priorité. Vous allez voir qu'il y a de la famine, vous allez voir on a l'impression que tout est une priorité, mais je crois qu'on a l'intelligence et on a la force d'assembler les choses de manière à ce qu'on trouve une solution juste pour tout le monde et une solution équilibrée. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Issa, pour ton éclaircissement à votre question. S'il vous plaît, j'aimerais que vous interagissiez. Donnez des cœurs, donnez des cœurs. Issa a été phénoménal et tout le panel aussi. Donnez des cœurs, donnez des likes. Je vois un commentaire de Claire qui dit « Mettre une pause, c'est vrai que c'est impossible, évidemment, bien sûr, mais au-delà de la fracture numérique, il y aura davantage une fracture sociale. » Ça, j'aime bien. Car dans le contexte actuel, avec le manque d'infrastructures de base, il y a toujours une grosse partie qui restera à l'écart. Claire, merci beaucoup. C'est Claire Kadji. Merci beaucoup d'avoir ajouté cela. Benny, par rapport à la même question de Issa et en clôturant, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu apportes comme mot final? Ton micro, s'il te plaît. Hello, everybody. Bonjour. Encore. Hélène, we're actually closing remarks. Let's just Benny mention that, and then Remy, and then you're gonna do your wonderful, beautiful speech to close the panel. Alors, moi, je ne serai pas longue. Je dirais tout simplement que nous devons exploiter le numérique pour essayer de résoudre nos problèmes, c'est tout. Nous devons exploiter le numérique. Très bien, très bien. Et Remy, qu'est-ce que tu penses de par tes expériences au Congo et à l'étranger? Oui, à travers également, mais tout à l'heure tu as souligné que je bouge aussi un peu beaucoup et c'est vrai, c'est pas faux. Donc j'ai quand même une expérience un peu large dans la sous-région, un peu dans le monde aussi. Bon, voilà, moi je suis très d'accord avec ce que tout le monde a dit. J'aimerais compléter en guise de complément, dire que d'abord, aujourd'hui, le numérique se confond à la digitalisation. Donc, les deux mots vont de pair. Sur la partie littérale, effectivement, tu as donné les définitions. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle numérique, on pense plus digitalisation sur le plan technologique et autres. Donc, pour ne pas créer d'amalgame. Donc, c'était juste ça. Ensuite, maintenant, pour la partie numérique, effectivement, aujourd'hui, on peut rien faire sans ça quand même. Donc, ce serait un peu trop prétentieux de dire que, voilà, on va mettre un frein là et puis on va repartir dans nos mortiers ou nos pilons. Non, c'est pas possible. Tout est aujourd'hui moderne et on peut acquérir. Ça doit plutôt être un bon compagnon, ça doit être un allié, ça doit être un élément même de, comment on va dire ça, un élément de force qui va nous permettre de nous déployer, de nous développer et rattraper effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, la fracture et le retard que nous avons accusé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des moyens et c'est même le meilleur moyen, en mon sens, qui va nous permettre d'éclore. Merci beaucoup.
Allez, merci beaucoup le panel. Ça a été fantastique. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Merci à tous les participants de cette séance, de ce bootcamp. Alors, sur ce, je vais faire venir Hélène qui va nous parler en anglais. Donnez-nous de cœur, donnez-nous de cœur. On va applaudir à tout le monde. Allez, félicitations à tout le monde, félicitations à tout le monde, félicitations à tout le monde. Merci Rémi, merci Benny, merci Issa. Issa, tu es tellement éloquent que définitivement, on doit rester en contact. Hein. Je crois que tu fais partie de PATEF. Et donc, on te revoit très bientôt pour ce genre d'échange. Hélène, please go ahead and say your final word so you can actually... I don't know whether you want me to convert to read your word in French as well, but I think please go ahead and do the one thing in English. Oh, okay. Can you see the French version then? Have you got the French version? Yes, I got it. Yeah, I got it. I have it. Yeah, I got it. Okay. So I'll read it in English. I was going to share it. Let's see if I can share it. But that's okay. You can actually read, and you want to read in French or? I'm going to read in English. I can try reading in French. Let's see. I can have a go at reading it in French, and let's see. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude et tous ceux d'être vous qui ont participé à ce bootcamp francophone. Il s'agit du 4e bootcamp de notre série d'introduction et le mois prochain, nous aurons notre dernier bootcamp en Afrique de l'Ouest. Cela signifie que PATEF a fait le tour du continent et aura même sa mission de transformer l'Afrique par les technologies, ne laissant aucun Africain derrière. That's all I'm going to say. That's fantastic. That is really, really awesome. You're doing, you did wonderful. The intro is amazing. But please carry on in English. You can actually go ahead and read the rest of it in English. Okay, thank you very much. So, Africa lags behind as Western countries accelerate digital transformation at a phenomenal pace, impacting all industry sectors and all aspects of their economies. However, Africa is the youngest and fastest growing continent in the world, and young adults below the age of 35 make up 75% of Africa's population and will constitute up to 42% of the world's youth population by 2030. Africa's youth constitute its greatest untapped asset. Technology, innovation, and entrepreneurship chart a promising path for the large pool of talented, young, unemployed Africans. Yet, further challenges are presented by the lack of education, mentorship, and support. Technology and innovation have become critical components of sustainable economic development globally. The COVID-19 pandemic has further increased the importance and reliance on technology to carry out economic activities. Future economic growth is undeniably going to be more and more linked to a country's technological infrastructure, innovation, and overall digital culture. Africa's potential talent in technological and digital innovation is second to none, but it needs to be nurtured and supported continent-wide. Africa can then be a full participant in the global digital economy and a primary actor alongside other major economies and political blocs. The digital age is progressing with an ever-increasing dynamism, and central banks have become under pressure to respond to the dramatic, challenging development of cryptocurrencies and to improve the efficiency of their payment systems. CBDCs, central bank digital currencies, promise an array of new capabilities, including banking them banked, frictionless consumer payments, and cross-border transfers, and the establishment of a nationwide digital currency in the wake of the increasing adoption of cryptocurrencies. Cybersecurity is currently one of the key and most important operational challenges, not only for CBDCs, but also for central bank systems and the financial industry as a whole. Cyber threats such as malware and fraud
are risks that exist for nearly every payment, clearing, and settlement system. Cybersecurity poses a particular challenge for a general-purpose CBDC, which is open to extensive ecosystem participants and a much larger attack footprint. While DeFi is relatively new, it's been gaining momentum and growing like wildfire across the finance world. Consider it the finance cartridge that plugs into the DLT platforms to enable and enhance the credit system. The main service of banks is to pool risk and match maturities of clients that want to lend and clients that want to borrow. Smart contracts enable pooling of risk and matching maturities to automated and executed on a blockchain. Therefore, one of the largest impacts of decentralized finance applications on banking is peer-to-peer lending and borrowing. Blockchain is an especially important technology for TEF, together with other technological solutions. PTEF employs both a top-down strategy and a bottom-up approach in its activities. PTEF's goal is to present inter alia proposals to governments for adoption and implementation of technology sandboxes, legal and regulatory reforms, and infrastructure. PTEF's bottom-up strategy involves programs for educating and training Africa's youth through quarterly bootcamps, an annual expo, webinars, virtual and face-to-face hackathons, and online masterclasses. PTEF's work and vision by building and unleashing Africa's vast potential will contribute to the realization of the global shared goal of leaving no one behind. Focusing in particular on Africa's youth, the continent's future, PTEF will aim to impact and change the future of communities throughout the continent. PTEF solutions have the potential for adoption and acceleration across the continent, as digital transformation is inevitable and indeed required by all African countries. PTEF has indeed set out on this vast mission, commencing with bootcamps, through sub-regional bootcamps establishing its presence on the continent. The job may be lengthy, but in the words of the great King Fuji, a man can eat an elephant, if need be, one bite at a time. Once again, I would like to thank you all for the valuable, unique contributions you have made in this mission. Thank you very much for your time today. Thank you very much for your contributions. This has been amazing, and I am so proud to have you all join this mission of PTEF. Without you, we won't be able to even start to work on these goals. But together we can do this. It's about collaboration. It's one continent, one Africa. It's all of us together, one Africa, and we succeed together. So on behalf of all the leadership of PTEF, I just want to say to you, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. That was amazing. Well done. Beautiful, beautiful, beautiful. Please, let's appreciate Hélène. Let's appreciate Hélène. Merci beaucoup à Hélène. Very good, Hélène. On va se retrouver le mois prochain. Ce sera pour l'Afrique de l'Ouest. Et voilà. Donc, merci d'avoir été ici. Thank you very much, Hélène. You and I will talk again. Okay? I know you got some meetings. Goodbye, guys. Okay, see you. Au revoir. Au revoir. Bye-bye.